Le 9 janvier 1994, Le 9 janvier 1994. à midi 9 minutes, j'étais descendu du chameau pour la dernière fois de ma vie. Fermant ici une parenthèse qui avait commencé le 14 octobre 1923. Alors ça fait une parenthèse honorable, parce que ça commence à me fatiguer. Comme je ne peux plus marcher très longtemps dans le sable, je monte à chameau. Mais une journée à chameau, ça fatigue beaucoup, les vieux messieurs. Et quand on arrive au camp, en réalité, quand on arrive à un camp, à la fin de l'après-midi, on décharge le chameau, on arrange son bagage, et puis on va se promener, on va voir. On franchit la dune qu'on voit à certaines distances, on va voir un rocher, etc. La dernière fois, j'étais incapable de me déplacer une fois arrivé à l'étape. Je restais tranquille, à me reposer simplement. C'est humain, après tout. Alors, c'est pas la peine de faire semblant d'être plus fort qu'on est. Il faut être confortable pour marcher dans le désert. Et comment Théodore Monod, depuis tant d'années, s'y prend-il? Moi, c'est ce qu'il raconte maintenant. Oh, mais il y a plusieurs procédés, j'ai tout essayé. Il y a les sandales d'abord. Les sandales indigènes, les sandales des Bédouins, qui elles-mêmes sont variées, comme forme, et comme nature, et comme origine, etc. La meilleure sandale, c'est la sandale qui est faite avec la peau du cou de l'antilope Adax, une antilope saharienne. C'est une lame de cuir. Mais ça s'use beaucoup, même les sandales qui ont fait quelques milliers de kilomètres, le talon est parti, naturellement. Alors, on peut essayer de marcher pieds nus, mais à la longue, c'est pas tellement commode. On peut marcher avec des chaussettes, mais alors, elles durent pas longtemps. On met une chaussette normale, on marche dans le sable, la chaussette se détruit, et alors on déguise une deuxième fois, mais en sens inverse, c'est-à-dire qu'on coud ce qui était l'entrée de la chaussette, on ferme, ça sert d'extrémité, et on entre le pied par l'extrémité, qui est la partie qui primitivement était l'extrémité, et qui est maintenant détruite par le frottement du sable. Alors ça dure encore un certain temps comme ça, puis ensuite il n'y a plus de chaussettes du tout. Les Touaregs ont des sandales très particulières, très aplaties, très larges. C'est très bien pour le sable, c'est moins bien pour les rochers, mais ils sont contents, ils marchent dans les rochers avec ça. La coiffure, alors c'est comme on veut. Il y a des gens qui aiment bien s'entourer la tête d'un chèche, d'une pièce d'étoffe. Il fait turban. Moi, j'aime pas trop ça, mais alors je mets un bonnet de laine, surtout le soir et la nuit. Alors dans la journée, je mets un vieux chapeau de toile, avec un petit bord quand même. Mais ça peut servir de récipient si on a quelque chose à mettre aussi. Des fossiles ou des cailloux. Quand on se lance dans un espace qui a 800 km de long, et qu'on sait au départ que le puits est à 800 km en ligne droite d'ailleurs, il n'y a rien à contourner, c'est tout droit. Il suffit d'avoir une boussole pour tomber sur le puits. Un peu de choses près, quelquefois on peut se tromper un petit peu. Maintenant on ne peut plus parce qu'on a des appareils de positionnement par satellite, on a sa position en permanence. C'est fabuleux, ça change tout, on ne peut plus se perdre, c'est même plus drôle. De toutes les traversées de la Majabat al-Kubrat que vous avez faites, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué? Ce sont les grandes traversées en longueur, parce que, comme vous le savez, c'est une région qui a 1000 km de long et 500 de large, sans rien que du sable, d'un bout à l'autre, sans point d'eau et sans arbres. Et alors, pour explorer cette région, il fallait d'abord s'habituer à la façon de naviguer. J'avais fait des essais transversaux, en largeur, en partant d'Arlaouia par exemple. Puis ensuite, je me suis lancé en longueur.
Alors là, c'est 3 semaines, ça dure 3 semaines avant de trouver le point d'eau. À la boussole, marchant aussi droit que possible, pendant des semaines et des semaines. La deuxième fois, j'ai fait ça 2 fois en longueur. La deuxième fois, j'ai mis 27 jours avant de trouver le puits. Parce que je m'étais un petit peu perdu, ça peut arriver, même avec une bonne boussole. Et je m'apercevais un soir que nous étions en train de dériver un peu vers le sud-est. Vous n'avez rien à faire, j'aurais fini par arriver à Tombouctou, je me serais couvert de ridicule. Bien entendu, je cherchais Arawan. Et je me rappelle un soir, nous étions arrivés près de petite butte de sable, petite dune, il y avait un petit pâturage en bas. J'ai dit à mes 2 compagnons, écoutez, on ne va pas traîner nos chameaux en direction du sud-est. On s'arrête ici. Il y a de quoi manger pour ce soir. On s'arrête ici. Bon. Et on campe pour la soirée. Et un des Bédouins, c'était le Regaïbi, un homme qui appartient à cette grande tribu des Regaïbats qui lutte depuis 1975 contre l'armée marocaine et qui a lutté contre l'armée française pendant 30 ans. Regaïbi, c'est des gens infatigables. Il me dit, passe-moi tes jumelles. Il monte sur la dune, il s'accroupit, il commence à faire un tour d'horizon. J'aime bien regarder, on ne sait jamais, on peut voir des choses. Il m'appelle un instant après, il me dit, il y a des chameaux là à l'ouest. On va voir, c'était une petite caravane qui descendait paisiblement du nord vers le sud, au pas. On dîne ensemble, le plat de riz du soir, comme tous les jours, et le coup de thé du soir, comme tous les jours. Et il venait de l'endroit que je cherchais. Il venait d'Arawan. Donc le lendemain, je n'ai eu qu'à reprendre l'ordre. C'était pas compliqué. Il n'y avait plus de boussole à consulter. On prenait les traces de ces braves gens et on les remontait. Mais j'ai mis 1 jour et demi. J'étais à 60 km de mon but. J'avais été décalé encore de route, je ne sais pas pourquoi. On peut imaginer certaines raisons, mais enfin, peu importe. On est arrivé à Arawan, et j'ai mis 27 jours. Presque 1 mois. Voilà comment j'ai fait ma 2e traversée en longueur de cet aimable Majabad al-Kubra. Qu'avez-vous appris dans le désert? C'est une école d'humilité, d'abord. C'est une école de résignation, parce que là, on s'aperçoit qu'on n'est plus on ne commande plus. On subit les exigences de la nature, etc. C'est elle qui commande, c'est plus vous. Pour le temps, par exemple. Là, nous sommes toujours pressés, nous, les Européens, toujours bousculés. On veut prendre un chameau comme on prend le train à 10h45 ou à 8h27. Mais non, c'est pas comme ça, les Bédouins. Mais si les chameaux n'arrivent pas aujourd'hui, ben, ils arriveront demain. Et s'ils n'arrivent pas demain, ben, peut-être qu'ils seront là après-demain. C'est eux qui ont raison, en réalité. Et puis alors, ça, c'est une leçon de frugalité aussi. Frugalité, on s'aperçoit là que le nécessaire représente peu de choses. On peut simplifier à l'extrême un régime alimentaire, par exemple, avec du riz, du thé, du sucre et quelques dattes, quelques arachides peut-être aussi, c'est pas très agréable. On peut faire un mois de route, naturellement. Et puis alors aussi, il y a une autre chose qui est simplifiée dans les déserts. Ici, le moindre bobo nous précipite chez le pharmacien, chez l'apothicaire. Mais là-bas, on traite les choses par le mépris. On a mal aux pieds, ben oui, on a mal aux pieds, mais il faut bien continuer à marcher, tant pis. S'il y a une ampoule, ben, et un jour ou l'autre, elle disparaîtra. C'est pas... Alors les soins qu'on peut prendre sont souvent tout à fait illusoires. D'abord, tous les corps gras ne servent qu'à créer du cambouis et à aggraver les choses. Mais il y a quand même des soins il faut quand même faire attention aux pieds, parce que les pieds, c'est important. C'est extrêmement important. Et en hiver, il y a quelque chose qui arrive en hiver, quand on marche beaucoup, quand il fait froid, c'est l'éclatement des talons. Les talons se fendent. Il se fait des crevasses verticales, suffisamment profondes pour que la partie irriguée par les capillaires, par le sang, soit accessible au sable. Et alors le sable, là-dedans, c'est très désagréable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend une aiguille,
On prend du tendon de gazelle, on met de la graisse à l'intérieur de la crevasse et on recoud avec une aiguille et du fil solide, tendon de gazelle. On recoud pour refermer la fente. Et puis ça va très bien. À propos de recoudre, quand nous avons traversé le Tannesruft, ces malheureux chameaux se sont usés tellement les pieds sur le gravier qu'à l'arrivée de l'autre côté, c'était de l'ordre de 500 km, c'était pas énorme. Leur sol pédieuse, la partie caoutchoutée, là, si j'ose dire, devenait un peu rose par endroits parce que ça approchait de l'endroit de la chair sensible. Alors on a ressemelé des chameaux. On a pris de la peau, on a pris un poinçon. Cette partie est insensible, la partie caoutchouc. Là. Et on a fait des trous, on a passé des gros lacets de cuir là-dessus, et on a ressemelé des pieds de chameau. Et ils avaient encore beaucoup à traverser encore, parce qu'on a retraversé dans un autre sens après. Oui, il y a une foule de choses comme ça qu'on peut faire et apprendre. Mais c'est une école d'endurance aussi, résistance à la fatigue, et puis aussi on ne se plaint pas d'abord à qui est-ce qu'on se plaindrait. Il n'y a personne à qui se plaindre. L'apothicaire, il est à 500 km ou 1000, c'est pas la peine d'y songer. Donc il faut faire avec ce qu'on a. Les Bédouins savent beaucoup de choses d'ailleurs. Dans les régions où il y a quand même quelques plantes, ils savent utiliser les plantes pour... Ils vous font des cataplasmes sur des plaies, etc. Ils m'ont soigné comme ça, dans certains cas. Avec les feuilles d'un petit arbre, pilées, pour faire une espèce de pâte. C'était une blessure assez désagréable parce que je m'étais ouvert l'orteil dans des cailloux, en courant dans les éboulis, et des mouches avaient pondu dans la plaie. Ce que je trouve très, très, très insolent d'abord. Et puis très prématuré. Attendez, vous aurez votre tour un jour ou l'autre, probablement. Mais pas tout de suite. Alors les Bédouins m'ont soigné, m'ont fait un cataplasme ont pilé des feuilles de attilé, l'arbre qui s'appelle attilé. C'est un arbre qui est très apprécié les Bédouins, parce que c'est un des meilleurs bâtonnets pour le nettoyage des dents. Ah, oui. Le meswak, ce qu'on appelle le meswak. Meswak, mais attilé, c'est le meilleur. Oh, il y en a d'autres, il y en a un ou deux autres. Deux autres, tout au moins. La vie nomade, d'une façon générale, a perdu un certain nombre de ses bases économiques. Le réseau, par exemple. Le réseau était autrefois une opération commerciale, comme la course maritime au XVIIIe siècle. Il fallait tous les ans organiser une expédition de pillage et de rapine. Ce ne sont pas des enfants de cœur, mes amis les Touaregs. Je les défends actuellement parce qu'ils sont malheureux. Mais ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils ont vécu pendant des siècles de rapine et de pillage. Alors on allait envahir un village, voler des enfants pour en faire des esclaves, et puis voler des chameaux, si possible. Alors ça n'existe plus depuis le début de ce siècle, en gros. Et puis alors il y avait les péages. Du temps où il y avait des caravanes transsahariennes très importantes. On a des témoignages de caravanes qui comptaient un nombre de chameaux incroyable. Et alors, pour traverser le Sahara, il fallait payer les tribus qui se prétendaient les souveraines à l'intérieur du Sahara, dans telle et telle région. Alors ça n'existe plus non plus, depuis la fin du XIXe siècle. Il faut quand même que ces gens puissent acquérir des ressources. Parce qu'on peut vivre au Sahara, bien sûr, non sans mal, mais on ne vit pas exclusivement du Sahara. Il y a des choses qu'il faut aller acheter dans des boutiques. Il y a des boutiques dans les oasis, là où il y a des habitats permanents. Et puis il y a des impôts. Même au Sahara, on paie des impôts. Mais... Alors que faire que ces gens vont... C'est deux choses l'une. Ou bien ils vont accepter d'abandonner leur tradition, leur culture, leur histoire. Ou bien ils vont vouloir conserver leur autonomie culturelle. Les Touaregs, actuellement, semblent très décidés à essayer de continuer à vivre en Touareg. Et en plus une langue, alors. Non seulement un mode de vie, mais une langue, le tamashek. Ils ont même une écriture, c'est très rare, ça.
une écriture qui ne sert pas à grand-chose, mais enfin qui existe, avec laquelle on peut écrire quelques petits messages, quelques petits graffitis sur les rochers éventuellement. Mais actuellement, un petit peu à l'ouest de Tombouctou, il y a encore des tribus Touaregs. C'est là que ça commence. Quand on vient de l'ouest, c'est là qu'on rencontre les premiers Touaregs. Les Kelantessar, il y a deux grandes tribus, Kelantessar et les Tengelgef. Et ensuite, alors, ça va jusqu'à la Libye, jusqu'à l'oasis de Khat. Il n'y a pas de recensement, naturellement. On cite des chiffres. Ben, ça dépasserait 1 million de personnes. Et ces Touaregs sont regroupés en une série maintenant de petites associations, front de libération, front de ceci, front de cela, etc. Certains demandent l'indépendance. C'est matériellement pas possible. On ne peut pas créer comme ça, artificiellement, une capitale avec faire fonctionner un État. Mais par contre, la solution de ce triste, tragique problème, parce qu'il y a eu des incidents épouvantables entre les armées nigériennes et maliennes et les Touaregs. Parce que les armées, ce sont des Noirs, naturellement. Et alors, cette limite où ce conflit se passe actuellement, c'est deux choses. C'est à la fois la limite entre les nomades et les sédentaires, mais en même temps, et c'est encore plus grave, c'est la limite entre les Blancs et les Noirs. La connaissance que ces gens ont des traces est tout à fait phénoménale. D'abord, ils connaissent les pieds de tous leurs contribules, tous les gens de leur clan. Ils savent. Et puis des ennemis aussi. Éventuellement. Mais quand nous avons traversé la Majabat à pied, à chameau, je dis à pied parce que c'est ce qu'on appelle un méhariste, c'est un monsieur qui marche à pied devant un chameau. Presque toujours. Il y a deux définitions du méhariste. Un monsieur qui marche à pied en tirant un chameau au bout d'une ficelle. Ou bien il y en a une autre qui est un peu plus disgracieuse, qui dit une ficelle avec une bête à chaque bout. Mais on fait plus de la moitié de la route à pied. Ah oui, facilement. Et quelquefois beaucoup plus quand il le faut. Alors quand nous avons traversé la Majabat, au fur et à mesure qu'on approchait de la région où devait se trouver la région avec le puits, et par conséquent des gens qui passent, ce que nous cherchions sur le sol, c'était des crottes de chameau. Les guerriers de la Nabaz, ils ont crié Talassa, Talassa. Oui. Nous avons crié crotte, crotte. La première fois que nous avons trouvé un excrément de chameau, un crottin de chameau, parce que ça prouvait que nous sortions de la haute mer, que nous approchions de la côte. Alors les gens cassent la crotte de chameau, la reniflent, etc. Regardent de quand elle date, etc. Qui a bien pu passer par là. Mais enfin, nous étions sauvés, nous étions déjà dans le domaine où il y avait des êtres vivants. Le chameau, si j'ose dire, c'est un peu le contraire de l'homme à certains égards. L'homme peut vivre sans manger, mais il ne peut pas vivre sans boire. Le chameau, il peut vivre sans boire, mais il ne peut pas vivre sans manger. Alors, il faut lui trouver quelque chose. Et quand on trouve ne fût-ce qu'une tache d'une vingtaine de touffes d'une plante qui constitue un pâturage à chameau, bien on s'arrête, même s'il est 10 heures du matin, on s'arrête, on mange la touffe, parce qu'on ne sait pas s'il y aura quelque chose le soir, ni même s'il y aura quelque chose le lendemain, ni même s'il y aura quelque chose le surlendemain. Or, le chameau, oui, 1, 2, 3 jours, à la rigueur, ça peut tenir. Mais il ne faut pas trop insister avec l'inanition chez les chameaux. Tandis que pour l'eau, il n'y a pas de... Je ne connais plus de limite, puisque ces animaux ont fait cette distance de Paris à Berlin sans boire. Ils ont tenu 26 jours sans boire dans une circonstance analogue. Il n'y a pratiquement pas de limite. Qu'est-ce que vous emportez comme matériel quand vous partez comme ça? Moi, j'ai naturellement une boussole, une bonne boussole française. Il y a une très bonne boussole française actuellement. J'ai un marteau de géologue, naturellement. Mais comme je récolte aussi autre chose, j'ai des cartons avec du papier de journal pour des plantes. J'ai vu autrefois l'inventaire de la flore de l'Adrar. Il y a 400 espèces à peu près. Pas énorme, mais en France, il y en a 4000.
Mais pour le Sahara, c'est pas mal. Et comme il a plu, on peut voir des choses curieuses, intéressantes. Il faut toujours être à même de recueillir un document si on tombe sur quelque chose qui mérite d'être recueilli. Ça sera mis dans le cahier avec un numéro. J'en suis au numéro 19400. Et j'ai décidé de ne pas mourir avant d'avoir atteint les 20 000 exemplaires. Alors oui, il y a encore de la place. J'apporte aussi des bocaux, des piluliers, avec un peu de formol, un peu d'alcool et un peu d'éther si on est amené à narcotiser un lézard ou un serpent. S'il y a de l'eau, alors j'ai aussi une petite épuisette comme ça, en soie à bleuter, qui permet de recueillir des très petits organismes, en particulier des très petits crustacés appartenant aux copépodes, aux cladocères, aux ostracodes, qui sont toujours intéressants parce que la faune des eaux temporaires est toujours intéressante. La faune des eaux permanentes aussi, mais les eaux permanentes, il y en a dans le Sahara occidental, il n'y en a pas lourd. Il y en a quelques gueltas permanentes dans l'Adrar, et il y en a une que je vais revoir avec des Allemands au mois de janvier d'ailleurs, dans laquelle il y a non seulement des poissons et la mélibranche, mais il y a une méduse tout douce, une très jolie méduse qui a été décrite autrefois dans le lac Tanganyika. Ça s'appelle l'Hymnocnida tanganicée. Ça ne veut pas dire qu'elle est venue du Tanganyika à l'Adrar. Ça veut dire qu'elle existait partout. D'ailleurs, on l'a retrouvée en Côte d'Ivoire, on l'a retrouvée à différents endroits, au Mali. Et la voilà dans une guelta de l'Adrar. Et là, elle n'est pas arrivée, elle n'est pas venue à pied par les dunes. Elle n'est pas tombée du ciel non plus. Elle est venue dans cette guelta à une époque où cette guelta communiquait avec un fleuve qui était le Sénégal, par une rivière qui coulait en permanence. Aujourd'hui, la rivière ne coule plus, mais la guelta, jusqu'à présent, est permanente. Elle a des variations de niveau considérables, mais on ne l'a jamais vue à sec. De mémoire d'homme, bien sûr. Ça veut dire pas, c'est pas très long, une mémoire d'homme. Alors souhaitons que l'eau reste dans cette guelta, parce que sans ça, si elle sèche, les 4 poissons, la mélibranche et les méduses disparaissent définitivement. Ce serait bien dommage. Il est évident qu'à circuler dans les déserts, on est perpétuellement en contact avec le vent, et souvent avec un vent violent. Alors on s'était demandé pendant longtemps si le vent n'était pas dans les déserts plus fort qu'ailleurs, si ce n'était pas des régions où le vent même aurait joué un rôle dans la morphologie, c'est-à-dire dans les formes même des reliefs. Ils en avaient beaucoup parlé d'érosion éolienne, de corrosion, etc. Eh bien, les études les plus récentes aboutissent à un point de vue un peu différent. Un grand climatologiste saharien, mon collègue ami Dubief, nous explique maintenant qu'au fond, le vent au Sahara n'est pas tellement plus fréquent qu'ailleurs, qu'il n'y est pas tellement plus violent qu'ailleurs, mais que simplement on le perçoit mieux parce qu'il y a moins d'obstacles pour en empêcher les effets. Alors je pense que c'est vrai en réalité. On est souvent gêné par le vent au Sahara. Évidemment, il n'y a pas de simoun pour engloutir les caravanes comme sur les images d'autrefois ou dans les romans d'autrefois. Mais il y a des vents de sable qui sont extrêmement désagréables et qui peuvent vous arrêter même 1 ou 2 jours. Il m'est arrivé d'être obligé de stationner jusqu'à ce que la tempête s'apaise. Mais le vent n'est plus considéré aujourd'hui comme un agent important de l'érosion. Il peut sculpter naturellement, bien entendu. Il y a une foule de signes de l'action du vent à la surface des roches. Il y a des cailloux qui ont des formes particulières, ce qu'on appelle des Dreikanter. C'est le terme allemand qu'on a utilisé en français, ces cailloux prismatiques à section triangulaire. Ce sont des galets éolisés qui ont été profilés par le vent au cours de milliers d'années. Et alors, une chose très intéressante, c'est que nous avons retrouvé des galets
éolisés, donc portant la trace du vent, datant de périodes extraordinairement anciennes. Nous avons trouvé à la limite entre le précambrien et le primaire, et le paléozoïque, ça fait 600 millions d'années en gros, nous avons trouvé des galets qui portaient le signe de l'action du vent. Et nous avons trouvé dans les grains de sable des grès de l'époque primaire, des grès de l'ordovicien en particulier. Nous avons trouvé des grains éoliens, des grains avec ce léger piqueté. Ces grains sahariens de quartz sahariens quand ils ont subi l'action du vent, sont mat. Ils sont ronds d'abord, et ils sont mat parce qu'ils portent un léger piqueté qui a été provoqué d'ailleurs par leur long trajet à la surface du sol, les chocs qu'ils ont reçus au cours des siècles, au cours de leur transport à la surface du sol. Et alors la poussière ou le sable qui est transporté ainsi par les vents joue un certain rôle en effet pour sculpter des cailloux ou autrement, mais est-ce qu'il n'amène pas aussi dans certaines régions, on a parlé du Dust Bowl américain, où on désertifie parce qu'on a fait de la culture excessive, on a désertifié un peu une certaine région, et en même temps le vent commence à enlever la terre arable. Enfin, est-ce que ce n'est pas un peu une conséquence? Il est évident que le vent était un agent de transport, bien entendu, très efficace. Une partie des dunes est faite de sable qui a été amené par le vent, surtout modelé. D'ailleurs, on pense surtout à un modelage sur place d'anciennes alluvions plutôt qu'à une ingression proprement dite, à un apport proprement dit à longue distance. Mais il est évident que c'est le vent qui modèle la forme des dunes, tout au moins leur superstructure. Et alors les poussières, bien entendu. Le vent est certainement un agent de déflation, comme disent les géographes. Il est capable de creuser, d'ailleurs, des cuvettes, et dans certains cas, on est forcé d'invoquer l'action du vent pour expliquer certaines formes, certaines cuvettes fermées, desquelles il faut bien que le matériel meuble ait été extrait, et on n'a pas d'autre explication à donner que l'action du vent, mais alors s'échelonnant sur des périodes extraordinairement longues, bien entendu. Alors ces poussières sahariennes, elles vont très loin. On les trouve à Paris, ils nous tombent quelquefois. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. On en a piégé en France, on en ramasse, et on en a piégé dans l'Atlantique, surtout en direction de l'Atlantique. Naturellement, elles suivent le vent des alizés, et les bateaux notent ces choses-là. On a même fait des recherches spéciales avec des lames couvertes de glycérine, etc., pour piéger des poussières, également des pollens. C'est très intéressant de savoir où vont les pollens. En plein milieu de l'Atlantique. Il y a quelquefois des jours obscurcis par des poussières sahariennes. Et tout ça se sédimente, bien entendu, et ça joue un rôle dans la sédimentation marine à la longue. La géologie est relativement facile dans un désert, même pour un géologue amateur, parce qu'on voit le squelette de la planète directement offert à la vue et à l'étude. Le géologue, même non professionnel, découvre facilement dans un désert l'histoire de la Terre, à l'échelle de la région qu'il étudie, et par conséquent, il acquiert la notion de la durée, du temps qui passe. Et Lamarck avait déjà dit, avec le temps, il disait le temps au lieu de la durée, moi je dis la durée, mais c'est la même chose. Avec le temps, tout devient possible, même l'improbable. Et il ajoutait, la nature n'en manque jamais. Alors ça, c'est une idée qui est relativement peu perceptible. Bien sûr, nous sommes des pucerons éphémères, nous n'avons aucune idée de ce que c'est que la durée, le temps qui passe. Mais la nature le sait, et avec le temps, c'est vrai que tout devient possible. Prenez un exemple qui est banal. Prenez une île volcanique qui surgit d'un océan. Au début, sur cette île, il n'y aura rien. D'abord, elle est brûlante, elle fume encore, vous ne pouvez même pas faire germer une spore de lichen de champignons ou d'algues. Mais revenez 1 million d'années après, c'est plein de choses sur cette île. Il y a des arbres, il y a les oiseaux. On me dit, les oiseaux volent, oui, c'est exact. Mais il n'y aura pas que des oiseaux, il y aura toutes sortes d'animaux, non volants d'ailleurs. Il n'y aura peut-être pas n'importe quoi, il n'y aura peut-être pas de vers de terre, il n'y aura peut-être pas
de batraciens, je ne sais pas. Mais il y aura des lézards, il y aura quantité d'insectes, même non volants, etc. Alors, tous ces, et puis des plantes de toutes sortes. Alors, comment tous ces éléments sont-ils venus les uns après les autres? Ils sont venus de très loin, en très loin. Jamais personne n'a vu débarquer une noix de coco sur une île océanienne et germer cette noix de coco. Et pourtant, il a bien fallu qu'il arrive des noix de coco sur les plages. Je dis, on entre en Sahara comme on entre en religion. On accède à un domaine vraiment très particulier et qui mérite un certain respect. On n'entre pas. Il y a des choses qu'un homme bien élevé ne fera pas dans une église ou dans une synagogue ou dans une mosquée. Alors au désert, je me trouve un peu, j'allais dire, dans un endroit un peu sacré, à certains égards. Ben oui, un peu sacré. Mais alors, quant à prétendre que le désert est monothéiste, comme on l'avait dit autrefois, ça, je ne le crois pas du tout, parce que les Bédouins d'avant Mahomet n'étaient pas du tout monothéistes, ils étaient très bien, ils étaient très idolâtres. Il y avait dans la Kaaba, il y avait des idoles même. On racontait les musulmans après. Et Mahomet a nettoyé tout ça avec un monothéisme très exigeant, très strict, etc., très dogmatique à ce point de vue. Alors je ne crois pas que le désert, automatiquement, favorise la vie spirituelle. Il favorise la solitude, ça par définition. Qu'est-ce que vous pensez de l'islam? Quels sont vos rapports avec l'islam? Mais l'islam n'est pas monolithique, c'est une religion qui a des textes qui sont bien connus de tous, naturellement. Le Coran est tombé du ciel tel qu'il est. On l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais enfin c'est comme ça. Il a un dogme qui est relativement facile à formuler pour l'essentiel. Mais à l'intérieur de cet islam, il y a un monde d'aspects religieux différents. Je ne sais pas si c'est avec vous que je parlais récemment du mysticisme musulman. Une admirable floraison de soufis, comme on disait, qui a suivi l'instauration de l'islam, l'hégire. Pendant au moins 2 siècles, il y a une floraison extraordinaire des mystiques. Principalement, d'ailleurs, iraniens. Ces mystiques musulmans, dans la description de leur ascension spirituelle, redécouvrent le même vocabulaire que les mystiques chrétiens, naturellement. Il n'y a pas tant de façons de décrire l'indescriptable. Alors on retombe dans des images comme l'ivresse, le vin, comme l'amour humain, etc. Ça se retrouve chez les différents mystiques, dans les différentes religions. Il n'y a pas un islam, il y a des islams, très différents les uns des autres, mais très, très unis, très un aussi, si vous voulez, puisqu'ils ont le même texte scripturaire, très précis, qui ne compte pas de variantes. Dans la Bible, il y a des variantes à toutes les pages, dans une édition critique. Il n'y a pas d'édition critique du Coran. Il n'a pas évolué à travers le temps. Tandis que les textes bibliques, c'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Alors l'islam, il y en a. Les musulmans, il y en a toutes espèces. Oui, Amadou Hampâté-Bâ, c'est en fait quelqu'un qui a travaillé avec vous à l'Institut français d'Afrique noire. Oui, je l'ai. Pas tant que je lui ai sauvé la vie, c'est beaucoup dire. Enfin, il était mal vu parce que de l'administration française, naturellement. Parce qu'il appartenait à une des parties de la confrérie Tidjania qui était mal vue de l'administration. Mais je lui ai sauvé la vie, c'est beaucoup dire. Il ne faut pas employer les grands mots. Comment l'entendait-il quand il disait que vous lui aviez sauvé la vie? En l'extrayant de la mairie de Bamako, pour l'amener à Dakar.
lui donnait à faire quelque chose qui le mettait à l'abri des persécutions policières. Puis je l'ai emmené aussi en tournée. Nous avons allé à Bandiagara ensemble d'ailleurs. Nous avons fait un pèlerinage d'abord à la maison de Tierno-Bokar, où j'ai vu le vestibule dans lequel cet excellent homme enseignait l'islam aux paysans de la région, par des schémas. Il avait inventé des schémas graphiques, des points, des ronds, des barres, etc., qui le servaient à expliquer l'essentiel du dogme musulman. D'ailleurs, la Tidjania, la confrérie Tidjania, pratique beaucoup la rythmologie mystique. C'est un domaine très spécial que Massignon connaissait bien et que beaucoup d'autres connaissent aussi, naturellement. Et puis j'ai vu l'endroit où il y a eu ce fameux sermon sur l'hirondelle. Quand au cours d'une leçon de théologie, un nid d'hirondelle s'est fêlé et il est tombé un petit sur le sol. Et Tierno-Bokar a interrompu sa leçon de théologie. Il a d'abord demandé du fil et il a recousu le nid, il a remis le petit dans le nid. Et puis ensuite il a dit à ses élèves, aucun de vous n'a eu pitié pour ce petit être sans défense. Il a interrompu son exposé pour parler de la miséricorde pour les êtres vivants. Alors nous avons été chez Tierno-Bokar. C'était un homme très modeste qui avait pris le métier de tailleur et de brodeur. On lui avait proposé l'état militaire, mais il a dit non, il vaut mieux vêtir les hommes que de les tuer. Ah, le message qui est encore à l'ordre du jour dans le monde entier, mais qui n'est pas écouté naturellement. Et nous avons fait un pèlerinage sur la tombe de Tierno-Bokar aussi. Il est enterré à Bandiagara, il est mort seul. Et il appartenait naturellement à la même branche de la Tidjania qu'Amadouba. Il était très isolé à la fin de sa vie. Et puis nous avons été à la mosquée de Bandiagara et j'ai demandé à Amadouba de nous traduire en peul l'hymne à la charité de Saint Paul, 1 Corinthiens 13, texte illustre naturellement dans le christianisme. Illustre en théorie, mais il n'est pas pratiqué, mais enfin illustre. Quand même, c'est quand même un des grands textes du christianisme. Seulement, c'est pas charité qu'il y a dans le texte, c'est agapé, en grec. Agapé, c'est l'aspect spirituel de l'amour. Il y a Eros d'un côté, et il y a agapé de l'autre côté. Charité, ça a pris un sens différent maintenant. Il vaut mieux dire l'hymne. Oui, mais alors, comment dire l'hymne à l'amour, au véritable amour, je ne sais pas comment on pourrait le dire en français. Mais enfin, ça finit par, chacun sait, ainsi donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'agapé. Et la plus grande des trois, c'est l'agapé. Et alors, on a traduit ça aux vieux musulmans orthodoxes de la mosquée. Ils ont trouvé ça très bien. Ils ont trouvé, mais d'où est-ce que ça vient, ça, qu'est-ce qu'a dit ça, etc. Je n'ai pas voulu entrer dans des précisions inutiles à ce moment-là. Je n'ai pas voulu leur dire c'est Saint Paul, etc. Non, j'ai dit c'est un texte qui vient d'un soufi d'entre les Banu Israël. Ça suffisait. Ça suffisait. Et le message était passé. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, cette fréquentation de l'islam vous aurait donné la tentation d'embrasser l'islam? Non, j'ai été sollicité par un musulman mauritanien de me convertir à l'islam. Il m'a dit, vous êtes un homme de foi, vous devriez nous rejoindre. Alors je lui ai dit, il y a une montagne unique pour moi. C'est la même montagne pour tout le monde. Et nous la gravissons, tant bien que mal, en général plutôt mal que bien, par des sentiers différents, mais qui se rejoindront un jour au sommet de la même montagne, dans la lumière au-dessus des nuages. Et ça, c'était exactement ce que pensait Amadou Hampâté-Bâ. Il m'avait même fait un dessin qui reprendre la montagne, et puis les croyants se retrouvent au sommet de cette montagne. Alors ça, c'est l'idéal, bien sûr. Alors... Mais pourquoi plus votre voix que la leur? Je n'ai pas plus ma voix parce que c'est la mienne. Si j'étais né au Tibet, je serais un moine dans une lamaserie tibétaine. Je serais un vieux moine à la fin de sa vie, ayant bien pratiqué le bouddhisme tantrique, celui un peu spécial, un peu magique, mais enfin, c'est une religion quand même, du Tibet.
Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il faut faire Il son faut chemin approfondir, spirituel dans sa sa culture. propre voie. Il y a pas de, je vois pas pourquoi. Le syncrétisme, vous savez, il y en a beaucoup à l'heure actuelle. Les gens s'amusent à récolter des formules en sens caillou, etc., à croire pratiquer le bouddhisme. C'est pas le vrai bouddhisme, c'est un bouddhisme francisé, européanisé. On croit qu'on a pénétré dans un monde nouveau parce qu'on connaît quelques formules. On dit Om Mani Padme Hum. Personne ne sait ce que ça veut dire d'ailleurs. Un mantra, mon mantra, etc. Laissons les bouddhistes suivre leur voie, les musulmans suivre leur voie, les chrétiens suivre leur voie. Il y a de quoi faire. Si vraiment vous voulez appliquer le christianisme, il y aurait de quoi faire. Moi je dis que le christianisme n'a pas échoué, il n'a pas encore été essayé. Essayez-le d'abord. Naître dans une famille comme la mienne, fils de 2 parents de grande culture, etc., élevé de la façon dont j'ai été élevé, j'en suis très reconnaissant. Mais c'est une chance incroyable. Ça aurait pu être différent. Est-ce que j'ai fait bon usage de ce que j'ai appris? Je n'en suis pas certain. J'ai peut-être essayé. Est-ce que j'ai toujours réussi? C'est pas sûr. Le bilan n'est pas facile, évidemment, c'est pas à nous à le faire, mais le bilan n'est pas facile à établir. Je n'ai probablement pas fait grand mal, mais et encore sait-on jamais. Connaît-on vraiment les torts qu'on a pu avoir vis-à-vis d'autres êtres humains, soit par des actes, soit par des paroles, soit par des silences. On peut faire du mal par des silences. Et c'est d'ailleurs, je vous dois cette confession, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'espère qu'il y a quelque chose au-delà de la mort. Je ne sais pas, alors je n'ai pas l'habitude d'affirmer ce que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai le droit d'espérer. Et si j'espère qu'il y a quelque chose dans cette direction-là, c'est l'espoir qu'il y aura peut-être une occasion de réparer un jour, d'une façon ou d'une autre, que j'ignore, le mal que j'ai pu faire pendant ma vie, les erreurs que j'ai pu commettre pendant ma vie, soit par des actes, soit par des paroles, et j'ajoute volontairement, soit par des silences. Parce que je me rends compte que c'est peut-être sous cette forme-là qu'on peut faire également du mal à ceux qu'on aime ou qu'on prétend aimer. Votre père avait une devise, professeur Monod. Est-ce que vous l'avez fait vôtre, comme on me l'a dit? Croire quand même, espérer quand même, aimer quand même. Alors c'est une inscription qu'il avait fait reproduire au pochoir. Croire quand même, espérer quand même, aimer quand même. Oui, ça veut dire que la foi chrétienne est un quand même. Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. C'est une victoire sur autre chose, sur l'état du monde, sur la mentalité courante, sur les habitudes, etc., etc., etc. Mais c'est une formule courageuse, en tout cas. On a tout de même l'impression que l'âge n'existe pas pour vous. Mais s'il existe, bien entendu, il ne peut pas ne pas exister. Tôt ou tard, je vais être appelé à rendre la barque prêtée, comme disait mon père, et à passer à l'autre rive. Ça peut arriver d'un jour à l'autre. Ça fait partie du programme. Je n'en suis pas inquiet, d'ailleurs. Ça sera même très intéressant. Ça m'intéressera énormément. Ah bon? Ah oui, de savoir s'il y a quelque chose de l'autre côté du voile. C'est prodigieux, c'est un problème. C'est pas rien, ça, comme problème. L'au-delà. Enfin, vous n'êtes pas pressé de partir pour autant.
Non, je me précipite pas, non, j'ai encore beaucoup de choses à faire avant de m'en aller. Des choses à mettre en ordre, j'ai des travaux à terminer. Ce que je comprends, c'est que vous êtes toujours aussi passionné, et ça justifierait d'ailleurs ce que j'ai recueilli, notamment auprès de vos amis, qui disent que vous affirmez que vous avez encore beaucoup de projets, ça vous venez de me le dire, 200 ans de travail au moins. Oh oui, pas seulement du travail, mais des endroits que je voudrais visiter, que je voudrais voir. J'ai vu beaucoup de choses déjà. Dans les îles du Cap-Vert, par exemple, je voudrais voir le volcan de Fogo, pour la flore, pour la répartition de la flore entre éléments tropicaux et éléments paléarctiques, c'est-à-dire européens. On connaît quelque chose déjà là-dessus, mais il y a certainement encore des choses à trouver, etc., etc. Je reste en tout cas dévoré de curiosité. Je n'ai pas fini d'essayer de rassasier mon désir d'apprendre, de comprendre et d'explorer au sens large du mot, dans différents domaines, bien sûr. Je crois à l'idéal des prophètes. Ésaïe décrit une période, ça s'appelle les temps messianiques, naturellement, où il y aura une montagne sainte, unique, où ne se fera ni tort ni dommage, où l'on n'apprendra plus la guerre, où l'on transformera les armes en instruments aratoires, où le lion couchera avec le chevreau, etc. Une sorte de réconciliation générale des hommes entre eux, des hommes avec les autres animaux. C'est notre espérance. Seulement, depuis 2000 ans, il n'y a pas eu de progrès moral dans l'humanité, ça va de mal en pis. Ce qui serait souhaitable, c'est que l'homme accepte de s'humaniser. Il vit toujours dans la barbarie ancestrale, je ne dis plus la barbarie préhistorique, parce que un primatologue néerlandais a découvert il y a quelques années que chez 4 espèces de singes, qu'il existait chez ces 4 espèces des rituels de réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez les singes, il y a des délinquants comme chez les hommes. Il y a toujours un gamin qui peut faucher la banane du mâle dominant. Il reçoit une claque. Il est terrifié, il va se cacher. Épouvanté. Mais on ne peut pas laisser un membre de la communauté durablement à l'extérieur de celle-ci. Il faut le réintégrer. Alors, il y a un rituel. Il y a des gestes que tout le monde connaît. Il y a des sons que tout le monde connaît aussi. Moyennant quoi, en esquissant ces gestes et en proférant ces sons, on est réintégré. Autrement dit, on est pardonné. Les chrétiens devraient savoir ce que c'est que le mot pardon. Nous préférons nous pardonner un coup de canon, nous. Il paraît que c'est beaucoup mieux. Je n'en suis pas du tout persuadé. Alors, on peut imaginer que les hommes les plus anciens, ceux qui étaient encore très proches de leurs frères animaux, connaissaient aussi les rituels de réconciliation, et que les tristes péjorations qu'on constate dans l'évolution de la race humaine sont relativement tardives. C'est pas le début, c'est plus tard. On ne sait pas quand c'est arrivé. Peut-être au néolithique, peut-être avec le métal. Le métal a permis de faire des armes en très grand nombre et les rendre très efficaces. La catastrophe peut être ça. Une des catastrophes, parce qu'après il n'en a pas manqué. Il y a eu la poudre à canon, il y a eu les armes à feu, etc. Tout ce qu'il fallait pour mettre en péril l'hominisation de l'homme. Nous avons fait récemment notre jeûne annuel en souvenir d'Hiroshima et de Nagasaki, devant la base atomique française à Taverny, tous les ans. 4 jours de jeûne, c'est pas grand-chose. Mais nous sommes 20 personnes. Nous sommes très bien reçus d'ailleurs par les gendarmes militaires. Ils nous prennent en photo, enfin les nouveaux, parce que les anciens, c'est plus la peine. Ils sont déjà dans le fichier, oui. Ils sont déjà dans l'album de famille. Vous me direz, c'est inutile. À certains égards, oui, naturellement. Nous n'allons pas apitoyer ni émouvoir les crocodiles qui nous gouvernent. Ça, est totalement exclu, tant que nous serons 20. Mais, d'abord, nous fortifions nos convictions personnelles, et puis c'est une forme de témoignage. Nous attribuons une très grande importance au témoignage. Je dis que le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire quand même. Mais j'ajoute tout de suite, sans illusion, parce que c'est pas le très peu qu'on peut faire qui va changer le monde.